8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Et bienvenue pour votre première matinale, je crois, de l'année 2021. Justement, concernant cette nouvelle année, le Premier ministre Jean Castex dit que ce sera l'année de l'espérance. Bruno Le Maire prévient que le plus difficile est devant nous. Qui faut-il croire ? Je ne crois pas qu'il y ait d'incohérence entre les deux. Le président de la République l'a dit dans ses vœux, les mois qui sont devant nous vont être des mois difficiles, avec la crise sanitaire et son impact économique. Et dans le même temps, l'année 2021, avec l'arrivée du vaccin, nous permet d'espérer. Et le vaccin, c'est une lumière au bout du tunnel. Et c'est pour cela que, oui, on peut parler tout à fait d'espérance, comme l'a fait le Premier ministre. Bien sûr, l'espérance peut rimer avec vaccination, mais est-ce que l'espérance peut rimer avec reconfinement ? Écoutez, on a montré depuis le début de cette crise qu'on avait un suivi au jour le jour et qu'on prenait toujours les mesures nécessaires à la protection des Français. À ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu, mais évidemment, nous suivons la situation avec beaucoup d'attention. On voit ce qui se passe autour de nous, où un certain nombre de pays ont dû reconfiner. La circulation du virus y est parfois 2 à 3 fois plus importante que chez nous, parce que les Français ont fait beaucoup d'efforts, qu'on a pris des décisions très tôt, mais il ne faut surtout pas baisser la garde et évidemment, on continuera à prendre les mesures nécessaires. Notamment dans certaines villes, Gabriel Attal, où l'inquiétude grandit à Marseille après les cas détectés de variants anglais. Le maire de la cité phocéenne vous exhorte à contrôler plus strictement les flux aux aéroports. Quand comptez-vous le faire ? Heureusement qu'on contrôle déjà très strictement les flux dans les ports et les aéroports. Sonia Mabrouk, aujourd'hui, les frontières hors Union européenne, elles sont fermées. Ça veut dire que ceux qui peuvent venir dans notre pays, ce sont les Français ou ceux qui ont un titre de séjour. Et il y a un test obligatoire pour ces pays hors Union européenne qui doit être fait avant le départ ou qui peut être fait à l'arrivée. Et donc, heureusement qu'on a mis en place toutes ces règles. Qui peut être fait à l'arrivée ? Comment ? Oui, s'il n'a pas été réalisé avant, mais il y a de toute façon à présenter un test négatif pour arriver dans notre pays depuis ces pays. Heureusement qu'on a mis en place ces règles depuis maintenant un certain temps. Donc vous estimez qu'il y a les mesures drastiques nécessaires à l'arrivée de l'aéroport de Marseille-Provence ? Mais bien sûr, il y a des règles qui ont été fixées extrêmement clairement. Et évidemment qu'on est prêt à accompagner les communes qui le demandent, les élus qui le demandent. Moi, ce que je vois, c'est qu'un certain nombre d'élus de l'opposition nagent dans un océan de contradictions. Le maire de Marseille, sa première adjointe, il y a 24 heures, rejetait l'idée d'un couvre-feu avancé à 18h. Et puis le lendemain, quelques heures plus tard, il nous explique qu'il faut des mesures plus difficiles. Oui, il y a des mesures difficiles à prendre. On les prend. Oui, on doit être aux côtés des élus qui ont besoin de moyens pour lutter contre l'épidémie. On l'est, singulièrement auprès de Marseille, ce qui a fait beaucoup parler ces derniers mois. On ne s'est jamais dérobé devant les mesures qui étaient nécessaires et que nous devions prendre. Et alors, effectivement, les critiques sur votre stratégie, notamment vaccinale, se poursuivent. Anne Hidalgo, la maire de Paris, appelle à s'appuyer sur nos élus de terrain, affirmant, je cite, qu'avec de telles carences, les vôtres, Gabriel Attal, le débarquement de juin 44 aurait échoué. Que lui répondez-vous ? Écoutez, je ne suis pas tout à fait convaincu par cette comparaison, notamment pour des raisons historiques. Je ne crois pas que ce soit le gouvernement français qui ait eu à gérer et à organiser le débarquement, mais vous savez, si le débarquement avait été géré comme Anne Hidalgo a géré les Vélib, les bateaux n'auraient jamais quitté l'Amérique. Je suis assez surpris d'entendre des leçons de logistique de la part d'une élue qui n'a pas su gérer le Vélib, qui n'a pas su gérer l'Autolib, qui a montré que, s'agissant de la logistique, elle savait transformer l'or en plomb, alors même qu'il y a plus de fonctionnaires à la ville de Paris qu'à la Commission européenne. Quelle attaque, Gabriel Attal ? Je réponds à une attaque qui me semble assez gratuite. Nous, encore une fois, on l'a dit, la stratégie vaccinale, nous la réussirons avec les élus. Très bien, mais est-ce que vous respecterez également vos engagements ? Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a 100 000 Français vaccinés. Est-ce que vous pouvez vraiment dire ce matin que vous tiendrez votre objectif d'1 million de Français vaccinés en janvier, d'ici fin janvier ? Mais bien sûr, Olivier Véran l'a dit hier sur votre antenne. C'est vrai qu'on a mis un peu plus de temps à démarrer que les autres parce qu'on a choisi une stratégie différente des autres, ce qui ne nous a pas empêché d'accélérer et de reconnaître que oui, on aurait pu aller plus vite dès le départ. On a accéléré. De reconnaître une erreur dans cette stratégie. Qu'on aurait pu aller plus vite, notamment sur les soignants de plus de 50 ans, ce qu'on a corrigé au bout d'à peine une semaine. Et vous verrez qu'à la fin du mois de janvier, les doses dont nous disposons, qui sont les mêmes que nos voisins européens, c'est important de le rappeler, les pays européens reçoivent le même nombre de doses relativement à leur population. Évidemment que ces doses seront utilisées pour vacciner et protéger nos concitoyens les plus vulnérables. On verra fin janvier, effectivement. Mais plus largement, Gabriel Attal, sur le quinquennat, Gérard Larcher dit que le président n'a pas fait grand-chose. Est-ce que le macronisme finit aujourd'hui en immobilisme ? Moi, ce que j'observe dans ces propos de Gérard Larcher, j'ai vu qu'il disait peu de choses auront été faites en 5 ans. Et on voit bien, là, c'est symptomatique. On a des responsables de l'opposition qui sont tellement obsédés par l'élection présidentielle qu'ils se croient déjà en 2022.
Parce que vous n'y pensez pas, bien sûr. Nous, aujourd'hui, on est en train de gérer une crise absolument historique. Sonia Mabrouk, on gère une crise historique. Oui. Non, on n'a pas les yeux tournés vers l'élection présidentielle, contrairement à nos oppositions qui sont obsédées par l'élection présidentielle. Donc vous admettez que le Covid a mis un coup d'arrêt définitif aux réformes? Mais absolument pas. Regardez, on aura un séminaire gouvernemental mercredi pour en parler. Et donc, qu'est-ce qui est déjà si vous en parlez, c'est bien. Si vous faites, qu'est-ce qui est déjà programmé dans les semaines qui viennent? Un projet de loi confortant les valeurs de la République pour lutter contre l'islamisme politique dans notre pays. Il va démarrer à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. Un projet de loi qui traduit les engagements de la Convention citoyenne pour le climat, qui va engager une révolution de la rénovation thermique dans notre pays et des mesures qui sont attendues par les écologistes. Vous allez citer ces réformes-là. Je pourrais vous citer la réforme des retraites, l'assurance chômage, le grand âge. Exemple précis, la réforme des retraites, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous êtes pour que ce chantier soit remis sur le devant de la scène? Ça fait, pour le coup, sur cet exemple de réforme, ça fait partie des sujets qui vont être discutés dans le cadre du séminaire gouvernemental. Si vous me posez la question à titre personnel... Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut la remettre sur le devant de la scène? Je vais vous dire, Sonia, je fais partie d'une génération qui sait parfaitement qu'on a un système qui, à horizon, à moyen terme, est largement déficitaire, qu'il faudra prendre des mesures un jour. Je fais partie d'une génération qui a, je crois, bien intégré qu'elle ne partira pas à la retraite à 60 ou 62 ans, contrairement à ce qui se passe dans un certain nombre de nos pays, et que quand ma génération sera concernée par la retraite, ce sera probablement plus tard. Maintenant, quand est-ce qu'il faut porter cette réforme? Est-ce qu'il faut la porter avant la fin de ce quinquennat ou pas? Ça fait partie des discussions que nous aurons dans le cadre du séminaire gouvernemental. Moi, je vais vous dire, on est en pleine crise sanitaire. On est en train de gérer une crise historique dans notre pays depuis probablement un siècle. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, alors même qu'on est en train de gérer cette crise, cette réforme puisse être portée. Maintenant, on fait tout pour que cette crise soit derrière nous le plus rapidement possible. On se mobilise pour protéger les Français. Et il reste du temps dans ce quinquennat pour agir. On va continuer à le faire. Comment, justement, l'une des leçons à tirer de cette épidémie, si vous êtes d'accord, qui n'est pas finie, c'est quand même le monstre bureaucratique et une haute administration toute puissante. Est-ce que l'urgence n'est pas justement à une grande réforme de l'État, de la transformation de l'État et de la haute administration? Oui, on l'a engagé. Je rappelle qu'il y a un projet de loi très important qui a été adopté sur la mobilité dans la haute fonction publique, qui permet de faire venir des talents du secteur privé dans la fonction publique et inversement. Mais attendez, Sonia Mabrouk, on peut évidemment continuer. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on peut s'autoriser un peu de nuance sur le sujet de la fonction publique. Je le dis, je l'assume. Probablement qu'il y a des blocages bureaucratiques et qu'ils ont été identifiés et qu'on les a vus dans cette crise. Mais on a aussi vu dans cette crise la capacité de notre système de santé à se transformer, à doubler le nombre de lits de réanimation en quelques semaines, à transférer des patients d'une région à une autre. On a surtout vu les carences. On a cru que c'était l'un des meilleurs systèmes au monde et on a vu combien il était malheureusement en retard. Je pense, Sonia Mabrouk, qu'on a vu de tout dans cette crise et qu'on a vu aussi qu'on était capable, quand on met en place un système de chômage partiel, qu'on était capable en quelques jours d'organiser ce système pour qu'il y ait près de 10 millions de Français qui reçoivent leur salaire garanti par l'État dans le cadre de cette crise. Je pense que si on s'était posé la question avant, beaucoup nous auraient dit c'est impossible de mettre en place un tel système. Est-ce qu'il y a un vaccin contre la bureaucratie? Il y a l'action politique contre la bureaucratie. Oui, il y a l'action politique. Et l'action politique, ça fonctionne. Je vous citais tout à l'heure une loi sur la... Est-ce qu'elle n'a pas cédé justement sa place à la haute administration? Non, je ne dirais pas ça. Je peux vous dire, les choix politiques, ils pèsent dans notre pays. Toute autre chose, Gabriel Attal, vous avez porté plainte après la réception d'un courrier évoquant clairement des menaces homophobes et antisémites. Vous en avez fait état, ce qui est assez rare, publiquement sur votre compte Instagram. Ça vous a touché personnellement, heurté personnellement? Comme beaucoup de responsables politiques et de membres du gouvernement, je reçois régulièrement des messages d'insultes ou de menaces et j'en fais pas particulièrement état publiquement. Là, j'ai décidé de le faire parce que je pense que c'est d'abord important de rappeler que ces discours-là, malheureusement, ils existent encore dans notre pays. Et pour dire aussi que c'est important systématiquement de porter plainte. Voilà, je sais qu'il y a des Français qui vivent ça dans leur quotidien, qui peuvent le vivre au travail, qui peuvent le vivre dans un cercle personnel. Et je pense que rappeler systématiquement qu'il faut porter plainte, qu'il ne faut rien laisser passer, ça a toujours du sens. Et le faire quand on est membre du gouvernement, je pense que ça envoie peut-être un message utile pour ceux qui disent cela. Alors bien sûr, les menaces, les discours de haine sont punis par la loi, les choses sont très claires et condamnables. Mais sur les réseaux sociaux, qui doit décider du caractère condamnable d'un contenu? Lorsque le président américain Donald Trump est banni de Twitter, est-ce que vous vous inquiétez, vous, du pouvoir hégémonique des GAFAM? Oui, en tout cas, je suis assez mal à l'aise face à cette décision. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne pense pas avoir de vérité établie sur ce sujet. Lutter contre les discours de haine, contre des posts, des publications qui appellent à la violence,
C'est évidemment un objectif que je soutiens. D'ailleurs, la majorité présidentielle a voulu porter cet objectif dans le cadre d'une proposition de loi qui émanait du Parlement. Maintenant, bannir une personne, c'est-à-dire la réduire au silence sur les réseaux sociaux qui sont devenus une forme d'espace public, Oui. ça me semble plus compliqué, en tout cas en l'absence de critères spécifiquement établis. Vous êtes mal à l'aise par rapport à ce bannissement de Et puis Trump. cette décision me semble assez... j'ai envie de dire facile. Donald Trump est au bout de son mandat. Je ne sais pas s'il avait été réélu, si ces réseaux et ces GAFA auraient pris une telle décision. Voilà. Je pense qu'il faut que les choses soient dites clairement, qu'il y ait peut-être des critères, discuter démocratiquement avec les États. Vous dites qu'il faut dire les choses clairement. Comment on peut condamner ce que vous faites ce matin, une telle emprise des GAFA, mais en même temps appartenir à une majorité, Gabriel Attal, qui milite pour la modération des contenus numériques en cédant donc le pouvoir à ces mêmes entités privées? Mais je vais vous citer moi-même ces projets-là et je vous disais spécifiquement qu'une publication qui appelle à la haine ou qui appelle à la violence, évidemment qu'elle doit être modérée le plus rapidement possible. Est-ce qu'il faut céder le pouvoir judiciaire et de police? Non, mais c'est ce que vous avez fait avec la loi Avia. Non, la loi Avia, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc on peut chercher un autre chemin. Moi, je considère qu'il faut toujours essayer de progresser et trouver un autre chemin, peut-être plus respectueux de l'institution judiciaire sur ce point-là, Sonia Mabrouk. C'est une problématique qui a émergé ces dernières années au niveau mondial, qui concerne tous les pays. Et nous, on essaye de trouver des solutions. Encore une fois, on y travaille. On peut toujours améliorer les choses. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une différence entre modérer un contenu et empêcher une personne de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Merci Gabriel Attal. Et comme disait Camus, peut-être qu'on peut conclure comme ça, on est toujours libre aux dépens de quelqu'un. Et il faut l'accepter, c'est ça la liberté d'expression. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous et à nos auditeurs, bien sûr.